Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence sur le thème de l'impact du mouvement New Age sur nos vies et notamment, je ferai un parallèle avec nos vies amoureuses, mais je vais aussi globaliser sur nos vies en général et puis après je délimiterai sur la vie amoureuse. Parce que je m'intéresse, vous le savez, depuis toujours à la relation amoureuse. En fait, vous le savez, mais je ne vous le cache pas. Moi, en fait, je suis une grande amoureuse de l'amour. Et à ce titre-là, j'ai passé mon temps dans ma vie à explorer, à chercher le grand amour, même pas, à chercher, je ne sais pas si c'était une quête du grand amour, pour moi c'était plutôt l'expérience de l'amour à travers les hommes, évidemment, parce que je suis une femme, mais c'était vraiment quêter quelque chose qui me dépasse, en fait. Quelque chose de plus mystique, de plus large, etc., à travers mes expériences de vie humaine, quoi. Et en étant une grande amoureuse de l'amour, du coup, puisque je vais rejoindre sur ce thème, du coup, je me suis aventurée sur le chemin de mon époque, qui est quand même assez imprégné du nouvel âge, du mouvement New Age, parce que je suis quand même, comme j'ai fait des études en psychologie, etc., j'ai quand même amené à fréquenter ce milieu. Et du coup, ça m'a permis, et j'en parlerai parce que je peux en témoigner, de l'intérêt que j'ai eu à explorer, parce que c'est quand même un terrain d'exploration, le milieu New Age, c'est quand même un milieu ouvert ou semi-ouvert en tout cas, qui permet pas mal de dépasser des tabous, des interdits, de créer des explorations en tout genre sur le terrain de l'amour et de la sexualité, entre autres. Et donc, déjà, je tiens à le dire, parce que cette conférence qui est orientée sur le thème de l'impact du New Age sur nos vies, je vais quand même en profiter pour dessiner les contours, en quoi ce milieu nous amène à des choses positives, comme je viens de le décrire, mais en même temps, en dessiner les contours et les limites, et les zones aveugles. Parce que ce milieu ésotérique et spirituel qui en fait décrit comme ça que nous avons tous un potentiel, l'humanité a un potentiel et chaque individu a un potentiel psychique et spirituel à réaliser et que enfin si on le réalise on sera libre, on sera éveillé, on sera libéré, on sera au sommet. C'est un peu le principe du New Age, a des effets bénéfiques et en même temps des inconvénients. Et les zones aveugles, la critique de ce milieu est rarement faite. Pourquoi? Et on le verra tout au long de cette conférence, parce qu'il véhicule des valeurs nobles, comme l'amour, la compassion, la bienveillance, la réalisation de soi, la gestion des émotions, la maîtrise, être acteur et responsable de sa vie, aller s'épanouir, réaliser son potentiel, la gratitude, le pardon, il y en a encore plein d'autres. Donc ce sont des valeurs qui sont splendides, hyper séduisantes et attrayantes, mais qui du coup mettent le projecteur sur la lumière et oublient de visualiser l'ombre. Et donc à ce titre-là, c'est pas mal aussi d'en faire non pas une critique, je ne veux pas charger le milieu New Age, je veux pas être là je suis pas là pour faire que la critique de ce milieu, mais en même temps, de faire la thèse et l'antithèse, d'en voir et en quoi ça peut être super intéressant d'aller visiter et explorer toutes les théories, les concepts New Age, et en même temps d'avoir une certaine distance, un certain esprit critique, un questionnement ou une interrogation sur ce système New Age qui nous impacte et qui se diffuse à travers nous à notre insu. Parce que comme c'est notre époque, on ne s'en rend même pas compte que c'est culturel. Alors voilà, donc là je suis un peu dans la globalité, je vais descendre gentiment mais sûrement dans la description de ce mouvement New Age dans lequel on baigne un peu tous, sans s'en rendre compte. Et parfois vous en rendez compte, mais parfois vous en rendez pas compte, parce que les valeurs du New Age sont les valeurs qui sont admises de tous au jour d'aujourd'hui. Et qui ne sont pas forcément appliquées, mais qui sont quand même véhiculées, et dont très souvent, vous le verrez, on en parle comme si c'était normal, vrai, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Elles ne sont pas remises en question, et ça c'est le grand problème. Et vous verrez les concepts qui sont émis par le mouvement New Age
qui sont vraiment grand public et qui sont affirmées comme des vérités. Et c'est ça le problème. Voilà. Donc ce mouvement, il a démarré fin 19e, début 20e, par trois personnes, 2 femmes et un homme. La première, c'est Elena Petrovna une russe, ça y est, Blavatsky, qui est une aventurière russe, qui a beaucoup voyagé et qui a fait un agrégat des doctrines mystiques et qui a fondé, peut-être certains connaissent, la Société théosophique. Voilà, et donc elle a ramené de sa société théosophique, qui est une société ésotérique secrète, l'émanation de ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, c'est les chakras, l'énergie, le divin, tout est énergie, la théorie des chakras, l'aura, les plans subtils, les plans éthériques, voilà. Toutes ces questions-là, c'est elle qui l'a ramené à travers sa société théosophique, qui était un pot pourri de toutes les doctrines ésotériques qui émanaient de la mystique indienne, du bouddhisme, de la chrétienté. Donc ça a fait un agrégat, un syncrétisme de toutes ces traditions religieuses d'Orient et même chrétiennes, d'Occident. Et donc, elle a créé ainsi cette société qui s'appelle la théosophie. Elle en a fait une doctrine, avec des livres secrets, etc., des choses comme ça. Donc, il y a elle. Ensuite, il y a une de ses héritières, Alice Ann Bailey, qui est une Anglaise, qui a écrit la première, qui a fait naître le terme New Age. C'est elle. Et elle a écrit sous canal, elle a été, là on est beaucoup dans le milieu New Age avec le channeling, les médiums, l'énergie, c'était ça, tout était énergie. Et donc elle a écrit sous canal 20 à 30 bouquins ésotériques, et notamment en traduisant le fait que l'éducation permet un chemin vers une meilleure transformation. Si on éduque nos enfants de telle manière, à ce moment-là, on pourra les rendre meilleurs, transformés, et donc divins. Enfin, voilà. Vous avez peut-être entendu parler des enfants indigos. Donc il y a des enfants qui naissent et qui arrivent sur Terre avec des potentiels que d'autres n'ont pas. Et donc on voit arriver comme ça, rien que d'en parler, vous voyez arriver déjà la hiérarchisation, c'est-à-dire des enfants particuliers sont amenés à être vraiment des personnages singuliers qui vont mener l'humanité vers une destinée plus haute, transformée, créatrice. Voilà. Oui, alors après, au départ c'était les enfants indigos, après petit à petit, ici aujourd'hui, les impacts, c'est qu'on va parler des enfants simplement des surdoués et à haut potentiel. On va parler... oui, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus les enfants indigos, mais aujourd'hui, on est plus dans les... C'est la même chose, c'est la même idée, c'est le même concept. C'est qu'il y en a qui sont élevés et d'autres qui ne sont pas élevés. Donc on hiérarchise dans le New Age. Et ça, c'est pas tellement vu, vous le verrez, qu'il y a une hiérarchie des valeurs. Il y a les valeurs hautes contre les valeurs basses. Donc il y a un système où on va ennoblir, où on va exagérer les valeurs hautes de lumière. Donc certains sont surdoués, d'autres ne le sont pas. Certains sont touchés par la grâce, d'autres ne le sont pas. Certains sont des maîtres spirituels, d'autres ne le sont pas. Enfin voilà, des choses comme ça. Alors, pour en revenir à cette Anglaise, donc elle a tracé la route pour décrire quelle serait l'éducation la plus adaptée pour que nous puissions être des êtres de lumière. Voilà, c'est ça l'idée, beaucoup du New Age, c'est que nous soyons transformés, que nous réalisions notre potentiel vers quelque chose de lumineux. Vous souriez, mais c'est quand même ce qui est prôné. Oui, c'est quand même ce qui est prôné. C'est qu'il y a du divin, nous arrivons avec du divin en nous, et donc nous devons arriver à réaliser notre divinité de la meilleure manière possible. Voilà. Donc, elle était issue de cette société théosophique, et c'est ça l'idée, c'est qu'il y a des maîtres spirituels, parce que c'est ça le concept au départ, c'est qu'il y a des maîtres spirituels qui sont des maîtres cachés, et qui sont au sommet de l'Himalaya où ils sont sous terre, mais ils pilotent l'humanité grâce à leurs dons,
voilà, ce sont des maîtres, donc ils sont au-dessus. Et donc, elle a eu plein de disciples comme ça. Et un des disciples qui est connu, d'ailleurs, c'est Krishnamurti, qui en fait, lui, était censé être... il a été adopté par la Société théosophique dès 3 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, vers 12-13 ans, il est sorti de là parce qu'il s'est dit... C'était un engrenage, en fait, pour lui. Et donc, il s'en est sorti et il a créé sa propre doctrine et sa propre philosophie. Et si vous regardez, si vous observez les écrits de Krishnamurti, il est très en contre, il se pose en contre l'endoctrinement, sur le fait, il est beaucoup dans la liberté de penser, de ne pas être un mouton parmi les moutons en termes de pensée, de créer sa propre référence, de se distancier des mouvements qui disent tous la même chose, voilà. Donc d'avoir son propre libre arbitre, il est beaucoup là-dedans, parce que lui s'est opposé justement, il est sorti de la Société théosophique pour créer sa doctrine à lui. Voilà, mais en fait il était pressenti comme un maître futur, un des maîtres spirituels qui pourrait donner son meilleur par cette société cachée. Voilà. Le troisième qui est à l'initiative du mouvement New Age, c'est Rudolf Steiner, qui est un Autrichien, qui lui aussi a quitté la Société théosophique et qui a fondé un troisième mouvement, c'était le moins sulfureux des trois, qui a fondé l'anthroposophie, qui est en fait plus un mouvement philosophique, la sagesse de l'homme, et donc qui a fondé, ce qui est connu de Steiner, c'est les écoles Steiner, ce que certains connaissent. Donc ça, c'est Rudolf Steiner qui est à l'origine de ça. Et lui, en fait, il avait cherché plutôt son idée, c'est de mélanger les cycles lunaires, les rythmes de la nature, mais c'était quand même quelqu'un qui était inspiré par Nietzsche et Goethe, donc c'était plus un philosophe qu'un mystique pur. Quelqu'un vraiment purement ésotérique. Et donc lui, il disait comme ça, il faut suivre les mouvements naturels de la nature. La nature, elle est plus indiquée que la culture, c'était le débat culture-nature. Et donc, il faut que les enfants grandissent à l'aune de la nature et pas de la culture. Parce que la culture est faite d'empreintes qui peuvent nuire aux enfants. Donc, il faut que les enfants soient élevés comme un prolongement de la nature. Et donc, il faut qu'ils aient... Et donc, ils avaient des stades, 1 an, 7 ans, selon cette doctrine. Et ils doivent être éduqués par l'art et la créativité. Et il fallait que c'est toujours le cas des écoles Steiner, il faut que les adultes soient peu encadrants, en fait. Il faut laisser la liberté à l'enfant. Donc, c'est un système permissif pour l'enfant, où on va le suivre dans son développement et dans le fait qu'il ait peu de règles et que naturellement il va se construire et il va être curieux d'apprendre, si on le stimule au niveau de la créativité et de l'art, tout ira bien pour lui et il va se développer à son meilleur, en faire des adultes à leur meilleur, surtout s'ils reçoivent peu de règles des adultes qui vont leur balancer tous leurs dogmes, etc. et leurs concepts qui peuvent nuire au développement de cet enfant. Et donc, moi, pour avoir eu au cabinet des patientes qui sont sorties pas forcément des écoles Steiner, mais de ce type d'éducation extrêmement libre et permissif, il y a eu des dégâts, il y a des dégâts. En fait, c'est toujours le problème des excès et le fait de ne pas driver suffisamment des enfants et de les laisser comme ça, par exemple, de raconter, ils pouvaient se bagarrer entre eux et il n'y avait pas d'adultes qui cadraient en fait parce que l'idée c'était de les laisser, ils vont s'autoréguler, voilà, c'est ça la grande idée, voilà, l'enfant est responsable, il peut se débrouiller et puis il va apprendre des choses de lui-même en faisant des expériences et il va s'autoréguler et donc il sera son meilleur parce qu'il va se faire sa propre opinion, voilà. Alors c'est des idées qui sont sensées, mais finalement cette patiente, entre autres à qui je pense, ça a fait énormément de dégâts, elle s'est construite dans une angoisse énorme parce que même les parents n'étaient pas présents puisque eux-mêmes militaient pour ce type de philosophie et donc du coup il n'y avait pas d'adultes qui les accompagnaient vraiment et qui les protégeaient, il n'y avait pas de protection de la part des adultes, donc ça lui a fait une angoisse, une hypervigilance chronique pour se protéger et se débrouiller toute seule avec ça. Donc voilà un peu les tenants et les aboutissants de
de ces fondateurs du New Age, hein, et regardez comment c'est encore, comment ensuite on a vu ça apparaître dans le mouvement hippie, hein, où on était dans cette époque où justement c'était la liberté, c'est vraiment l'injonction de la liberté, pas d'interdiction, pas de règles, voilà, tout est possible, et aussi basé sur les rythmes naturels de la nature, et anti-système aussi, anti-système capitaliste, hein. Donc c'est basé sur faisons marginal, faisons pas dans le système, rentrons pas dans le système capitaliste ou néolibéral, apprenons à faire sans, apprenons à faire écologique, apprenons à faire régner l'amour, la paix, enfin toutes ces valeurs-là en fait, hein, sans rentrer dans le système, puisque le système est vécu ici comme dangereux, néfaste, consumériste et sans intérêt. Donc il y a ici un mépris, vous allez le voir très rapidement, c'est que le mouvement New Age va, et vous le voyez dans le mouvement hippie et dans les communautés qui se sont fondées, hein, dans ces mouvements-là, où finalement ils s'étaient rassemblés sur ces valeurs d'amour, de paix, de liberté, antilibérales, etc. Et que finalement ça a capoté tellement c'était en excès de ça. Il en est resté de ces valeurs, de ce mouvement hippie. Ça existe encore un de nos jours, les rainbows, le fameux mouvement New Age, et le développement personnel qui a pris beaucoup, hein, tout moment du développement personnel qui s'est beaucoup inspiré de ces mouvements hippies finalement. Et on va le voir comment. Et de fil en aiguille, on arrive à notre époque avec cette imprégnation historique qui nous est très proche. Et il y a quand même une grande majorité d'entre nous qui sont inspirés de ces idées-là, hein, sans le savoir. Alors, quelles sont les grandes idées du mouvement New Age? Ce qu'on en a gardé aujourd'hui, c'est le monde est énergie. Le monde est énergie. Alors, les énergies. Parlons-en. Donc, et on voit aussi la physique quantique, hein, au jour d'aujourd'hui qui a ramené un apport là-dessus. Et donc, le mouvement New Age, enfin les New Agers vont s'appuyer sur la physique quantique pour affirmer des vérités qui n'en sont pas, parce que il y a une forme, parce que c'est pas tout à fait vrai. Après, je suis pas physicienne, donc je vais pas me lancer dans ce que la physique quantique a ramené au niveau des énergies, parce que dire que tout est énergie, pourquoi pas, mais ici, c'est utilisé pour dire il y a des bonnes et des mauvaises énergies, et donc on est responsable, c'est ça qui est ramené dans le mouvement New Age, c'est on est responsable de ne pas se faire polluer par les mauvaises énergies, de vivre dans des énergies basses, il faudrait se rehausser dans des énergies hautes. Donc on est vous comprenez le truc, on est responsable, il y a l'idée des énergies et l'idée qui s'est orientée sur je suis responsable d'être dans de bonnes ou de mauvaises énergies. On entend sans arrêt ce truc-là. Donc c'est la distinction entre les bonnes et les mauvaises. Vous allez voir que le mouvement New Age est très fort sur la hiérarchisation, le bon et le mauvais. On retombe sur une morale qu'on détestait auparavant, qui était la morale religieuse, la morale d'obligation, et on tombe ici sur une morale permissive, mais très moralisateur, dans le sens, ici, on va voir, il y a des bonnes et des mauvaises énergies. Si tout était énergie, toutes les énergies n'auraient pas des bonnes et des mauvaises. Ici, on est vraiment dans le diktat des bonnes et des mauvaises. Et donc, s'il y a des bonnes et des mauvaises, l'individu est responsable de diffuser des bonnes énergies, donc de s'arranger pour être dans des énergies hautes et pour ne pas se faire polluer par quelqu'un qui aurait des énergies basses. Et alors après, vous voyez tout le système, hein, les pierres, les cristaux, les pendules, je sais pas quoi, là, tous les petits objets qui permettent de se protéger contre les mauvaises énergies. Tout ce que vous voyez sans arrêt sur Facebook, sur partout dans les réseaux, comment avoir des bonnes et des mauvaises énergies, comment devenir quelqu'un avec des énergies hautes, le Reiki, le machin. Alors, je suis pas en train de faut pas que je charge trop le mouvement New Age, parce qu'il y a plein de bonnes choses là-dedans. Et moi, pour fréquenter ce milieu, il y a, je dirais après, l'avantage, les intérêts d'aller dans cette histoire d'énergie, etc. Plein d'intérêts. Par contre, quand c'est pas remis en question,
il y a des dérives, mais hallucinantes, quoi. Et je peux faire des témoignages de cette affaire de tout est énergie, il y a les bonnes et les mauvaises énergies, et dans la vie amoureuse, ça va donner quoi? Ça va donner, par exemple, de la culpabilité. Par exemple, s'il y a un homme, vous êtes une femme, et vous êtes avec un homme qui aime bien papillonner et avoir des femmes, d'accord? Donc, ce que j'ai entendu dire très souvent, ça peut être de l'autre côté, hein, mais là c'était un exemple que je donne, cette nana lui faisait porter la culpabilité en disant mais comme tu fréquentes d'autres femmes et que tu fais l'amour avec elles, et donc tu ramènes des mauvaises énergies, et donc moi je somatise, ça c'était déjà la jalousie, hein, mais c'était culpabilisé sous forme de l'histoire de l'énergie. Au lieu de dire je suis jalouse, je suis insécure, parce qu'elle parle d'elle, la fille, je suis insécure, je suis jalouse, et à ce titre-là, ça me fait flipper que tu ailles voir d'autres nanas. Non, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait je te reproche que tu ailles fréquenter des nanas, tu fasses l'amour avec elles, et à ce titre-là, tu ramènes des mauvaises énergies. Et donc moi, je suis mal avec ça, et donc je somatise, et à cause de toi, à cause de tes mauvaises énergies que tu me ramènes, je suis polée, je tombe malade, donc tu devrais cesser de faire ça tout de suite. Donc voilà, vous comprenez un peu le genre d'amalgame que ça peut faire. Et donc évidemment, cet homme-là, quand il entend ça, il n'a pas tellement envie de prendre soin. D'abord, il se sent accusé, il fait faux. En plus, c'est un truc un peu ésotérique, là. Il y a des énergies, donc on pourrait y croire, on pourrait croire que c'est vrai, etc. Et donc, c'est facile d'accuser, et ça ne donne pas tellement envie de prendre soin, de donner de l'amour à l'endroit à cette femme où elle se sent insécurisée, parce qu'au lieu de dire « je suis insécure », elle est en train de dire « tu ramènes des mauvaises énergies ». Parce que tu te mets avec les autres qui ont des mauvaises énergies, au lieu d'avoir des hautes énergies. Évidemment, elle est en haute énergie, elle. Et l'autre, elles sont en basse énergie, bien évidemment. Ça va sans dire. Donc c'est toute cette histoire-là, c'est juste des fois hallucinant d'entendre ces discours-là et de les prendre pour vrais, pour argent comptant. Moi qui me suis promenée depuis des années dans ces milieux-là, sur ces histoires d'énergie aussi propres, enfin il y a bonne et mauvaise, après on verra pureté, impureté, hein, mais c'est un peu de la même idée. Je me suis entendue dire par une femme, à un moment donné, comme moi j'avais aussi un côté papillon comme ça, qu'en tant que femme, et ça vous l'entendez, il n'y a pas que moi, hein, c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là, hein, que les femmes, quand elles font l'amour avec des hommes, la semence reste pendant au moins 3 semaines. D'accord? Donc l'énergie de la semence, elle est propre ou pas propre. Et donc, il y a des énergies qui restent scotchées dans votre matrice, qui se diffusent de partout, et qui vont... Et scientifique, en plus, j'ai vu des trucs scientifiques. C'est scientifiquement prouvé que ça reste, ça se diffuse dans votre cerveau. Après, vous êtes pollué parce que ça vous colle des croyances, des pensées qui sont diluées de par les énergies qui vous restent collées de l'homme qui vous a ensemencé. Non, mais parce que ça va jusque-là. Je te jure, scientifiquement prouvé. Et du coup, vous êtes pollué. Donc faites attention parce que vous pouvez vous polluer avec des mauvaises énergies. Donc plus vous faites l'amour avec des hommes, plus vous récupérez vous risquez de vous polluer, et après vous êtes drôlement embêté. Parce que qu'est-ce que vous faites avec toute cette pollution, hein, atmosphérique, énergétique? Eh ben vous êtes mal. C'est pour ça que vous êtes décentré. Voilà, c'est ce qu'on vous raconte. Vous êtes totalement décentré. Bon, alors voilà ce que j'ai entendu. En plus, c'est même pas un homme, c'est une femme qui m'avait raconté ça, en me disant, mais t'as vu ton comportement, tu te rends compte, mais c'est dangereux, mais tu vas sortir de ton centre, mais tu t'es pas aligné, mais enfin, des tas de trucs comme ça, hyper accusateurs. Et que du coup, moi ça m'a fait rigoler, parce que quelque part, il n'y a pas de distance en fait. En fait, moi je me suis jamais sentie désalignée, ni polluée, ni je ne sais quoi par les mauvaises énergies, tout simplement parce que je le sens pas, point barre. Ouais, c'est tout, pas plus que ça. Après, si je me sens polluée, je me sens polluée, mais en réalité, moi je me suis jamais sentie polluée par des mauvaises énergies. Dans mon métier de thérapeute, c'est pareil, hein. Les personnes qui sont très câblées, il y a des bonnes et des mauvaises énergies, il y a beaucoup de thérapeutes dans ces milieux-là, et ils vont vous dire, attends, s'il y a un patient, enfin un client qui arrive et qui te distribue ces mauvaises énergies, après faut faire attention, il faut te purifier à la sauge, faut mettre des pierres entre deux, il faut faire un sas, faire des rituels de purification, enfin je sais pas quoi, pour se dégager des mauvaises énergies, parce qu'évidemment l'autre il t'a laissé ses miasmes, ça va sans dire sur toi, ça te colle, et donc après il faut démiasmer. Voilà, bon, alors
ça me fait un peu sourire, pourquoi pas, hein, mais quand on regarde même Mère Teresa, quand on regarde, je sais pas moi, Saint François d'Assise, enfin, ceux qui ont vraiment été dans le don d'eux, bah, ils donnaient, ils regardaient pas s'ils recevaient des bonnes et des mauvaises énergies, et ils passaient pas, ils étaient pas discriminants, hein, ils étaient plutôt dans le don d'eux, ils en prenaient, et voilà quoi, ils allaient pas mal, ils étaient, enfin je veux dire, ils ont été, ils étaient pas désalignés, hein, parce qu'elles étaient dans je te donne, je te donne, je te donne. Enfin moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. J'ai pu prendre des fois 7 à 8 patients dans la journée, sans faire de pause et d'interruption. Soit je suis fatiguée parce que j'ai trop de travail, c'est une surcharge, mais je me suis jamais sentie polluée à la sortie d'une personne parce que d'un coup elle m'avait dégagé ces mauvaises énergies et que ça m'avait collé à la peau et que voilà. On est tous différents. Après, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de sensibilité sur les problèmes énergétiques. C'est juste que la personne qui va adhérer à cette histoire de bonnes et des mauvaises énergies, forcément, elle va se convaincre que c'est vrai et elle va être beaucoup plus fatiguée et voire somatisée, hein, par les mauvaises énergies qu'elle a miasmées. Et donc, bah voilà, après, elle va entretenir tout un système autour de ça. Et pourquoi pas? Moi, je dirais, si ça lui fait du bien, tant mieux. Mais après, le problème, c'est pas tellement tant mieux pour elle. Le problème, c'est de véhiculer ces valeurs comme des affirmations et des vérités en s'appuyant sur la physique quantique, qui, en fait, ne dit pas vraiment ça, et qui est une manière détournée de récupérer des informations d'une science qui est jeune et qui n'est pas tout à fait juste non plus. Donc c'est ça qui est à regarder surtout. C'est pour ça que j'en dessine les contours. Après que les personnes se fassent du bien en se dépolluant, en faisant des tas de rituels et tout ce qu'elles veulent, tant mieux pour elles. C'est pas un souci en fait en soi. Ouais. Micro. Oui, quelle est la question? Oui, au niveau des énergies, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où, par exemple, quand tu consultes un guérisseur qui te donne du magnétisme ou tu as une douleur, il va t'apposer ses mains pour te calmer. Et par exemple, si tu as une inflammation, il est évident qu'en posant ses mains, lui, il va te prendre cette inflammation pour te guérir. Et c'est physique, enfin je veux dire, après tu te montres ses mains, il est tout rouge. Et lorsqu'il va passer sur un autre patient après, tout le temps, il se lave les mains pour justement faire partir ce mal qu'il a reçu, enfin, qu'il a absorbé pour te soulager et qui nettoie avec l'eau pour ensuite passer à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de nier que ça n'existait. Je n'ai pas dit que l'énergie n'existait pas. J'ai pas dit que. Ah bah, là, il est absorbé, donc du coup, il a un mal, donc du coup, il faut qu'il se lave pour redevenir. Pour pas transmettre. Pour pas transmettre. De cette histoire d'énergie. Ensuite, il y a la notion, se dégage l'idée, j'avais dit, tu crées ta réalité. Tu crées ta réalité, vous le connaissez ça, vous entendez souvent dire ce que tu vois, tu le crées. Ce que tu penses, tu le crées. Voilà, donc ça c'est New Age, hein. Ça c'est vraiment, c'est issu de ce système d'énergie. Donc c'est la même idée, elle descend sur ce concept-là de je suis responsable de créer ma réalité. Réfléchissez quand même, hein, parce que quand vous affirmez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes responsable à 100% de tout. Enfin, c'est des cours que j'ai donnés, hein. J'ai donné des cours là-dessus, hein, donc je connais par cœur l'histoire. Donc il y a eu un moment donné dans ma vie où je donnais des cours sur arrêtez de croire que les autres sont responsables, arrêtez de donner le pouvoir aux autres. Par exemple, vous êtes avec un mec, arrêtez de confier le pouvoir à un mec, reprenez votre responsabilité en main, sachez, en affirmation, hein, que vous êtes à 100% responsable de votre vie, de vos pensées, de vos opinions, de vos comportements, de vos émotions, et arrêtez d'imaginer que c'est les autres qui sont responsables de quelque chose. Donc vous avez en main, donc vous êtes responsable de votre vie, donc vos choix, c'est vous qui les faites, arrêtez de confier le pouvoir au système, aux autres, aux pensées des autres, etc. Reprenez votre vie en main. C'est génial. Donc quand on dit ça, on a tout dit. Hein
Ah, moi, j'ai donné des cours là-dessus, mais c'est le mouvement du lien personnel aussi, ça. Hein. Il y a du bon là-dedans. Il ne faut pas oublier que toute l'émanation New Age, c'est aussi tout le mouvement du néant personnel. Enfin, ça s'apparie. Hein. C'est pas tout à fait le New Age, parce que le New Age, c'est ésotérique, mais il y a quand même plein d'idées qui sont reçues dans l'ésotérisme du New Age, qui sont récupérées par le néant personnel. Et donc, oui, ces idées-là, elles ont du bon aussi, parce que si on est dans l'inverse, qui est de dire, bah, c'est les autres qui sont responsables, voilà, c'est à cause de lui que je suis malheureuse, il est tellement ceci et tellement ça, moi je suis malheureuse à cause de lui et j'y crois, je suis victime. Donc de dire, tu es responsable, reprends tes 100% de responsabilité, il y a un endroit où tu te réappropries ta part. Donc déjà c'est pas mal. Sauf que, quand on fait croire que je suis responsable de créer ma vie, je suis l'acteur de ma vie, si je ne vois pas la réalité à partir de ma propre vision, si c'est que je n'attire pas les bonnes personnes, donc ça veut dire que mes pensées ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'il faut que je change mes pensées. Donc on va sur la loi de l'attraction aussi avec ça, hein. Ça se diffuse là-dessus, hein. Mais pas que. Hein. Il y a plein d'autres mouvements qui partent de cette idée de je suis responsable, je crée ma réalité. Voilà. Et donc à partir de là, quel est le diktat? Regardez quel est le diktat de ça. C'est quoi la souffrance de cette affaire-là, à votre avis? Réfléchissez. Voilà, la culpabilité de ne pas y arriver. Donc ça crée un idéal de soi énorme. Ça, c'est pas vu, hein, les zones aveugles. Donc ça veut dire que si je suis responsable, et que les autres en plus, eux, ils y arrivent, à réaliser, à pas être dépendant, à être amoureux, que ça se passe bien, etc. Alors pourquoi moi j'y arrive pas? Ah, bah si j'y arrive pas, c'est que j'ai pas encore toutes les techniques. C'est que j'ai pas compris. C'est que je suis nulle. C'est que, voilà, il faut encore que je fasse 10 ans de thérapie, ou que j'aille faire le stage de méditation zen, ou que je fasse le stage... je suis dans la partie, hein, puisque c'est aussi ce que je pratique, ce que j'enseigne. Donc, en même temps, il faut voir aussi l'excès de cette affaire-là, qui fait que si je me crois, si je me prends pour la responsable de tout, à ce moment-là, je vais me générer une souffrance à partir d'un idéal de moi que je ne pourrai jamais atteindre. Et donc ça crée une énorme souffrance qui est vraiment typique à l'heure actuelle, à notre époque, qui est une souffrance de mésestime de soi. Hein. Je me déteste de ne pas y arriver parce que je suis censée y arriver. Puisque je suis la responsable de ma vie, de ma destinée, de mon chemin, de ma réalisation et de mon épanouissement, mais pourquoi je galère autant ? Hein, alors qu'ils ont l'air de me vanter le fait que je devrais pouvoir y arriver, puisque je suis capable, moi. Si je suis les bonnes techniques, les bonnes voies, les bons maîtres, les bons chemins, les bonnes orientations, les bons bouquins, enfin tout ça, quoi. Tutti quanti, quanti. Voilà. Donc, il faut faire attention, parce que la souffrance, elle n'a pas l'air de s'infiltrer comme ça, mais moi je la vois sans arrêt. Hein. J'ai des personnes qui viennent me consulter et qui viennent avec ce diktat, hein, ce dicton qui est je suis responsable, c'est moi la grande responsable ici, oh mea culpa, je n'ai encore pas réussi, qu'est-ce que je fous? Normalement j'aurais dû y arriver et je suis toujours en train de tourner en boucle sur mes schémas, mais qu'est-ce que je fais, et il faut que je me change puisque je suis la grande responsable de tout. Donc voilà ce que j'entends bien souvent. Changement obligatoire, et c'est moi qui suis toute puissante, il y a de la toute puissance, puisque je suis 100% responsable de réussir. On est ici sur la réussite de la réalisation de soi. Hein. Donc le moi est glorifié. Moi, oh mon grand moi, qui doit arriver à être dans le meilleur, dans la lumière. On est vraiment, c'est ça le mouvement New Age, c'est la lumière. Il y a même plus de bienveillance. Alors, prends le micro qui passe, qui est ici. Le grand moi, tu veux dire du coup ? Oui, oui. Bah, oui. Si je suis responsable de tout, mon moi, je suis sur un moi hypertrophié. Hein, je vais rendre mon moi encore plus, hypertrophié. Bah, mais appuie sur le bouton. Parfait. C'est vert ou pas là? Tiens, c'est bon. Oui, tu parlais de bienveillance. J'avais deux choses à dire. C'est vrai que du coup, on n'est plus dans la bienveillance vis-à-vis de soi. Non. Et deuxième chose, non. Et bon, moi j'avais bien aimé ce que tu avais développé lors d'un stage, notamment à l'Érabling, c'est la théorie du non agissant. Oui. C'est-à-dire que là, du coup, tu es responsable de tout, comme si vraiment tu étais le maître à bord. C'est ça. Et ça me déplaît.
Oui, bah c'est-à-dire c'est l'excès. Tu le soulignes très bien. C'est à la fois c'est mieux que d'accuser le monde entier, et notamment si tu es en histoire d'amour, ton partenaire, c'est lui qui fait faux, et de blâmer, hein, parce que là tu vas souffrir, mais à la fois de te blâmer et de t'infliger une surresponsabilité de tout, c'est aussi hyper pesant. Et moi je vois beaucoup de personnes souffrir de cet idéal créé, et de ce manque de bienveillance, tu le dis. À un moment donné, force est de constater, j'ai tous mes choix, c'est moi qui... Alors, je fais des appels, ça c'est la loi de l'attraction. J'appelle, je fais des visualisations, alors à ce moment-là, je vais attirer la bonne personne. Ah, super, ça marche. Oh, je suis trop forte, hein. Moi, je le fais, ça, parce qu'en plus, j'ai donné des cours sur la visualisation créatrice avec ces exercices-là. Donc, je suis championne pour vous faire des trucs comme ça, en plus. et en plus, des fois, ça marche, ce truc. Bah, de temps en temps, ça marche. Moi, j'ai fait des appels à l'univers. Mettez-moi le prince charmant, le plus ceci, le plus machin. J'envoie des bulles, c'est rose, c'est joli, c'est partout, tout ça, des trucs comme ça. Bah, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc, tu te dis, bah, si ça marche pas, il faut que je continue, parce que j'ai pas encore la bonne technique. Faut que je suive le stage Trouve pour vraiment que j'y arrive. C'est que je suis pas encore affûtée. Hein. L'univers me répond pas. Oh, qu'est-ce que je fous? Putain, la copine d'à côté, elle le fait, ça marche pour elle. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je le dis parce que c'est bon, c'est moi avec mes mots. Je dis, oh, alors quand c'est arrivé, oh, c'est l'abondance. Oh, l'univers m'a répondu, qu'est-ce que je suis contente, je suis trop forte. Je suis forte. Alors moi, mon petit moi, mon grand moi, est super ravi, il se félicite, bravo, bravo. Ou alors, il pleure de désespoir parce que d'un coup, il n'a pas eu ce qu'il imaginait qu'il devait avoir, puisque la loi de l'attraction préconise que normalement, si tu t'y prends bien, tu devrais y arriver. Qu'est-ce que tu fous, bordel, à rater ton truc, là? Mais franchement, là, c'est pas bon, là. Voilà. Donc, ça peut être très désespérant. Moi, je le dis en rigolant parce que j'en ai pas trop souffert. Mais certaines sont vraiment, ou certains peuvent être dans le désespoir. Alors là, c'est l'abondance amoureuse, mais ça peut être l'abondance financière. Je fais des appels pour voilà, j'attire ce que je crée. C'est ça, là, tu crées ta réalité. Tu attires ce que tu crois. Donc, ce que tu penses, tu l'attires. Voilà. Donc, si tu non, tu te débrouilles tu te débrouilles mal, quoi. Va te revoir tes cours. Donc ça fait beaucoup, effectivement, ça peut générer beaucoup de souffrance qui n'est pas visible, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est pas compris et c'est invisible. Hein? La partie intuitive, parce qu'il y a aussi des choses comme ça. Oui, mais il y a pas, je ne nie pas, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'énergie, qu'il n'y avait pas d'intuition, qu'il n'y avait pas de magnétisme, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire c'est l'excès c'est mal... c'est mal orienté, quoi. À un moment donné, c'est vu comme quelque chose d'affirmé et c'est pas questionné. Donc voilà, à un moment donné, ça devient excessif et donc nuisible. Alors voilà. Après, j'avais parlé de la hiérarchie, hein, du bien et du mal. Donc le mouvement New Age, il y a une destinée de l'humanité. Donc il y aura des gens lumineux et il y a des gens dans l'ombre, puisqu'il y a l'ombre et la lumière. Donc il y a des retardés et il y a des éveillés ou des lumineux. Évidemment, les New Agers font partie des lumineux puisque les autres sont la grande masse est critique et la masse est une masse qui va vers une destinée sombre vu la crise qui s'annonce devant nous. Donc là, il va falloir les transformer et transformer la masse pour qu'ils deviennent aussi illuminés que nous, enfin aussi qui se rallient à notre point de vue. Hein, en fait, on voit ici quelque chose d'assez, c'est d'ailleurs assez fou parce que je le dis sérieusement, parce que quand même c'est pas si rigolo que ça, parce que c'est presque identique aux dictateurs, comme si je pense à Hitler, etc. C'était la race pure, hein, vous vous rappelez? Et ben là c'est un peu pareil, hein. On va faire une race lumineuse, nous allons faire une race d'éveillés qui va eux vont pouvoir permettre de transformer la planète grâce à leur militantisme, à leurs bonnes ondes, à leur bienveillance, à leur amour, à leur universalisme, à leur compassion, à leur tout ça. Nous allons transformer la planète. La vibration, les énergies, voilà. Donc ceux qui sont dans l'ombre, c'est les retardés, ceux-là, hein, donc il faut s'en séparer. Voilà, et c'est ça le problème de ce milieu, à un moment donné, ça crée des hiérarchies et ça veut l'union, ça veut l'universalité, ça veut l'unité, et en fait ça sépare.
Ça veut la non-séparation, et en faisant ça, ça sépare. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que l'idée, c'est de retourner à l'unité, c'est l'universalisme, c'est aussi l'idée que les frontières tombent, que nous soyons un citoyen du monde, et pas chacun dans sa frontière avec son nationalisme. C'est contre le nationalisme. C'est quelque chose qui lisse beaucoup les identités. C'est aussi l'androgyna, le lissage des identités du genre féminin-masculin. C'est tout un lissage, on revient dans le 1. Dans la matrice, dans le 1, dans l'unité, puisque c'est divin le 1. Donc on est dans une dissolution des différences, partout. Et au niveau, pareil au niveau mondial, quoi. On devrait aller dans un mondialisme qui ferait que on pourrait se promener, voilà, il n'y aurait pas de frontières, pas de différences culturelles. C'est ça que ça prône aussi. La problématique de ça, c'est que ça devient un nouveau diktat, un nouveau dogme, une nouvelle morale, une nouvelle éthique qui voudrait imposer la non-séparation, et en imposant la non-séparation, c'est comme ça qu'elle se sépare des retardés qui, eux, suivent pas qui sont nationalistes, qui veulent la différenciation, etc. Donc, paradoxal. C'est bien de le voir. Voilà. Autre idée encore qui est développée par le mouvement New Age, c'est la pureté et l'impureté. Ça, on l'a dit un peu avec les énergies hautes, les vibrations, les bonnes et les mauvaises vibrations. Donc il y a les purs et les impurs. Bon, vous avez compris que moi j'étais une impure, donc il fallait me purifier. Mais moi j'ai entendu ça. J'ai eu des hommes qui étaient jaloux et qui me disaient comme ça, faut que tu te nettoies, après avoir fait l'amour avec un homme, il faut que tu te nettoies, faut qu'on te nettoie au Karcher, parce que c'est sale. C'est sale. Ou à la sauge, mais non, mettez un peu de sauge parce que ça va purifier un peu. Des trucs comme ça. Bon, j'ai entendu des anecdotes comme ça. Ouais, enfin, on entend de tout. Et alors, qui sont les personnes qui sont vraiment branchées, câblées et qui croient dur comme fer dans ces systèmes-là? La plupart du temps, ce sont des personnes qui ont un système nerveux plutôt instable, donc qui souffrent de syndrome post-traumatique. En fait, ce sont les plus traumatisés en réalité, et les plus fragiles. Parce que ils sont hypersensibles effectivement aux ondes, ils ont souvent des intolérances alimentaires, ils sont hyper connectés, hypersensibles, ouais. Et donc ils sont vraiment, et souvent ceux qui sont les hypersensibles, même au niveau émotionnel, et qui sont donc perméables effectivement aux émotions des uns et des autres, les plus empathes, les plus, voilà, ce sont souvent ceux qui ont eu le plus de trauma et qui ont un système instable. Par rapport à quelqu'un qui gère mieux les émotions, qui est un peu comme moi, qui est plus enraciné, qui est plus perméable. En fait, c'est les plus déracinés, c'est les plus fragiles et qui sont vraiment dans ce mouvement, qui y adhèrent, qui y croient dur comme fer et qui ne remettent pas ça en question et qui jugent leur prochain tout en méprisant les autres quand même. Il y a une forme de mépris quand même de ceux qui ne sont pas là-dedans. C'est ça qu'il faut voir. Il y a un côté hautain et méprisant de ceux qui, et même en disant que ce sont les autres qui, eux, sont instables. Ce sont les autres qui sont des retardés, qui sont des matérialistes, bassement matérialistes, les banquiers, les traders, les financiers, ceux qui mangent pas végétariens, ceux qui sont pas écolos. Alors eux, ils sont bas. Voilà. Eux, ils sont pas purs, ils sont bas. Eux, ils sont purs. Ils sont purs de plein de pureté de partout, d'ailleurs, on ne sait même plus, mais ils sont très purs. Et donc, à ce titre-là, il y a quand même un mépris des autres. Alors ça, c'est pas vu de nouveau, c'est pas reconnu. Et donc, il faudrait faire du prosélytisme. En fait, ils font du prosélytisme quelque part. Ils veulent rallier les autres à leur cause. Faites comme nous. Ah ben oui, ça c'est pas vu ça. Et pourtant ce sont ceux souvent qui ont, il faut voir c'est eux qui ont le plus de migraines, c'est eux qui ont le plus de somatisation, c'est ceux qui sont le plus fragiles, qui ont des, je vous dis, des intolérances, etc. Donc ce sont des symptômes de sensibilité, mais ils se rehaussent, ils se revalorisent avec, nous on est dans une sensibilité supérieure, vous comprenez? Nous on est dans une vibration haute.
Bon, les autres, ils sont dans des vibrations grossières. Nous, nous sommes des êtres subtils. Nous, hein, nous sommes des anges, nous fréquentons, nous sommes dans un monde trop vulgaire ici pour nous. Hein. Voilà, et bien souvent, par exemple, bah voilà, moi je viens d'une autre, des fois c'est comme ça, hein, je viens d'une autre planète, on me l'a dit, mon astrologue me l'a bien dit, et donc je viens d'ailleurs, moi je vibre plus haut que les autres, et donc voilà, donc toutes ces histoires-là, et en réalité ils galèrent 10 fois plus dans la vie réelle classique. Au niveau matériel, souvent ils ont des problèmes, ils sont souvent des marginaux au niveau même de la stabilité matérielle, ils ont souvent des problèmes financiers, ils sont souvent instables au niveau financier et instables au niveau affectif. Et donc comme ils souffrent, plutôt que de rester scotchés à leur souffrance, c'est plus facile de dire qu'eux ils sont des êtres subtils et les autres c'est des êtres grossiers, voilà, et d'avoir une forme de supériorité. C'est ce qu'on fait tous finalement, quand on sent qu'on a une mauvaise estime de nous. Ben, comment faire avec ça? Eh ben, on va rehausser notre estime de nous en partant en créant une valeur noble. On le voit aussi et j'avais fait une conférence sur le féminin sacré. Il y avait aussi l'idée que si je suis une femme sacrée, ben, comme ça je redore mon blason. C'est plus joli d'être une femme sacrée qu'une femme en souffrance. Une simple femme ordinaire, c'est quand même mieux d'être une femme sacrée, parce qu'au moins là, je redore mon blason, et surtout si j'ai été blessée, abusée, tragiquement dévalorisée par mes parents, enfin, etc. Au moins là, je deviens quelque chose de bien, j'ai de la valeur là maintenant. Voilà. Donc bien souvent, tous ces mots qui sont utilisés, sacré, divinité, je ne sais pas quoi, enfin tous ces mots-là, vibrer, je vibre à des autres sphères, etc., partent souvent d'un endroit de la personne où elle est en haine de soi, ou en souffrance d'elle-même, ou en mauvaise estime d'elle-même, et elle utilise ça pour rehausser son estime. Et bravo, si ça marche, tant mieux pour elle. Moi, ça me fait plaisir. Sauf que c'est pas vu du tout. Et après, il y a un jugement qui est hautain par rapport aux autres qui, eux, ne sont pas à la hauteur. Et ça, c'est problématique. Donc c'est une manière de se mettre en supériorité, alors qu'en fait, c'est souvent les plus fragiles. Après, je vais vanter les mérites, parce que là, je suis en train de critiquer. Mais je suis passée par là, parce que je suis passée, d'abord j'enseigne tantra, j'ai fait des tas de trucs dans le féminin sacré, la sororité, enfin tous ces trucs-là. Et donc, ça donne aussi un système d'appartenance. Hein. C'est aussi être dans le mouvement New Age et dans le développement personnel, c'est aussi une manière de se sentir appartenir à un groupe qui partage les mêmes valeurs. Voilà. Et donc, des valeurs soi-disant belles. Donc, c'est super parce que ça répond à un besoin. Ça répond à deux besoins, j'ai réfléchi tout à l'heure. Un besoin d'appartenir à un groupe qui pense pareil et un besoin de structure, de cohérence. Parce que quand on dit des trucs comme ça, eh ben, ça fait sens dans l'existence. Moi j'ai une mission d'écologie, de militer pour l'écologie de la planète. Moi j'ai une mission qui est une mission de rendre les femmes beaucoup plus sacrées. Moi j'ai une mission qui est une mission de faire sentir les énergies subtiles. Alors tous les gens qui se sentent missionnés, donc il y a plein de thérapeutes là-dedans, bah pourquoi pas, c'est super, donc ça donne du sens à leur vie. D'accord ? Donc c'est super. Donc à quoi sert de donner du sens à sa vie ? Ça permet de donner une cohérence, et ça correspond à des besoins de structure, de cohérence par rapport au plan de l'existence. Parce que si jamais, que serais-je, que devient la vie si on arrête de donner du sens à notre vie ? Posez-vous la question. À ce moment-là, si d'un coup on se dit ma vie ne fait pas sens parce que je ne suis plus missionnée pour un tel truc, à ce moment-là je tombe dans le vide et dans le néant. Non, je sers à quoi ici? C'est quoi la vie? Qu'est-ce que je fais là? Voilà, il n'y a plus de sens à ma vie et d'un coup je tombe dans un vide absolu, dans une absurdité, presque ça pourrait être un scepticisme et un doute qui devient infernal. Donc c'est pas étonnant hein, qu'il y ait un engouement pour des valeurs, pour partir se missionner et donner du sens. Je ne dis pas que c'est... Voilà. Et ça correspond à ces deux besoins pour moi, hein, qui est le besoin de structure, le besoin de cohérence et le besoin aussi d'appartenance. Voilà. Besoin de quête de sens, etc. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas et que ce n'est pas bien, je ne suis pas en train de nier ça, je suis juste en train d'interroger ces personnes qui sont vraiment là-dedans et qui sont persuadées qu'elles ont raison.
Pour en revenir à ce que je disais sur le côté quand même vachement positif, parce que je me suis promenée là-dedans et que j'ai beaucoup pratiqué la femme sacrée, etc. Évidemment, ce que j'ai repéré sur moi, c'est que ça m'a quand même vachement aidée dans mon parcours. À sentir, par exemple, la déesse en moi. D'ailleurs, je me suis vraiment amusée, parce que ça m'a vraiment aidée dans mon expérience à arrêter à moins souffrir, en tout cas, ça c'est sûr, à me donner de la valeur, à expérimenter, à explorer des sujets, que ce soit amoureux ou sexuels, que je n'aurais jamais fait si j'avais été pas me balader là-dedans, par exemple. Hein, parce qu'il y a aussi plein d'explorations, puisqu'on enlève beaucoup de tabous, puisqu'on était dans la permissivité issue des mouvements hippies. Hein. Donc c'est aussi beaucoup, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de tabou sur la sexualité, allez-y, explorez. Donc ça m'a permis de créer des expériences que j'aurais probablement pas pu créer si j'avais pas été dans ce mouvement-là, donc super. Et ensuite d'en tirer des leçons. Et effectivement de revaloriser mon image, de me sentir affiliée à une forme de déesse. Voilà. Alors après je rigole parce que j'aurais pu me rester scotchée dans moi la grande déesse et la grande prêtresse. Voilà, et jouer à l'initiatrice. Mais bon, mais non, j'ai pas pu, c'est pas possible, c'est juste pas possible pour moi de rester scotchée dans les hautes sphères, mais c'est facile en fait. Je veux dire, c'est à un moment donné, quand on arrive et qu'on accède à ça, il y a une forme de fascination, une forme de fascination pour la grandiosité, pour la beauté, pour la déesse que je pourrais être, et rayonner ma lumière sur le monde entier, et la diffuser, et initier tous les hommes à ma déité, et voilà. Bon, je connais, hein, donc je peux pas sinon tout ça, mais et voilà. Et je peux aussi m'en amuser, parce que je peux avoir de la légèreté par rapport à ça, parce que je peux pas me prendre les pieds dedans, mais il y a un goût de ça, il y a un goût de l'absolu, que ce soit sous une forme ou sous une autre. C'est sûr que c'est plus sympa de se prendre pour une déesse que de se prendre pour une moins que rien, une nana qui n'a rien compris et qui est pas top, quoi. Hein. Donc c'est sûr que c'est mieux de se balader dans les hautes sphères, voilà, et c'est pour ça qu'il y a un tel engouement là-dessus. C'est pas du tout étonnant qu'il y ait un goût là-dessus. Toute l'idéologie est fondée sur une utopie d'un idéal et d'une valeur absolue. Le divin, c'est l'un. C'est l'un. Donc forcément, il n'y a qu'une envie, c'est de se relier à la spiritualité du un et de rester dans les hautes sphères, voilà. Sauf qu'on oublie qu'on est dans la dualité et que s'il y a le haut, il y a le bas. Donc je le dis toujours que le sacré est dans le profane. Donc il n'y a pas de haut et de bas en réalité. Parce que vous êtes des femmes ou des hommes ordinaires, et ben c'est parfait, vous êtes aussi parfait que ceux qui sont dans les hautes, voilà, qui sont dans le sacré du sacré. Tout est sacré, on pourrait dire ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou des témoignages sur vos expériences New Age avant que je continue sur le deuxième bout qui est les autres valeurs qui sont dont on est imprégné, à part la responsabilité, à part les valeurs d'énergie haute, pure et impure. Hein, vous n'avez pas de cas? Vous n'êtes pas des femmes sacrées ou des hommes du masculin? Vous ne faites pas partie de ce truc-là, si vous êtes... Vous connaissez? Oui, alors, ouais, tu disais, attends. Donc tu disais les gens qui veulent réussir leur épanouissement, c'est ça? Dans le travail. Dans le travail, alors, voilà. Donc, tout à fait. Voilà, alors on voit après, donc aujourd'hui à notre époque, hein, ce qu'on voit apparaître, plus simplement, même si on n'est plus dans le côté ésotérique et spirituel, on voit apparaître aussi au niveau du monde du travail, on le voit apparaître par le mouvement de la psychologie positive qui a vachement pris d'essor depuis les 30 dernières années et qui s'est infiltré dans tous les milieux. Dans l'armée, dans les hôpitaux, dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu du travail. Donc le mouvement de la psychologie positive est aussi une émanation de cette idéologie, hein. Petit à petit, hein, ça grignotait. Et c'est l'idée toujours pareil
que si je pense positif, si je gère mes émotions et que je maîtrise mes émotions, je suis l'acteur, et à ce moment-là, tout ira bien pour moi. Donc ça va avec la gestion des émotions, la maîtrise de soi, être acteur de sa vie, ça va avec la réalisation de son plein potentiel, l'épanouissement de sa vie, enfin tous ces trucs-là. C'est tout le positif du positif. Faut voir positif, faut penser positif, faut manger positif, faut faire positif, quoi. Voilà. Et si vous ne faites pas positif, bah vous êtes à côté du sujet et vous allez tout rater et vous êtes responsable. Donc c'est toujours ce truc-là. Et ça, c'est hyper... Enfin, c'est même plus que hyper présent. Je dirais, on vibre à cette fréquence, on pourrait dire ça comme ça. On est complètement plongé et imbibé de ça, sans s'en rendre compte. J'ai même vu d'ailleurs dans le kiosque, maintenant il y avait il y avait des journaux, psychologie positive, etc. C'est vraiment un marché. Alors c'est extrêmement commercial. Les coachs en tout genre, etc. Beaucoup de thérapies s'orientent sur ça. Hein. Il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec la psychologie positive. Ça a donné naissance à plein de thérapies et de coachs en tout genre. Donc c'est aussi un marché commercial très juteux, hein, et qui se décline face à toujours pareil, hein, face à une notion de consumérisme et de... voilà, pour éviter de tomber dans le consumérisme et dans l'immédiateté des valeurs néolibérales, faites de la psychologie positive, vous allez réaliser votre plein de potentiel, votre épanouissement, vous y arriverez, quoi. Et là-dedans. C'est pas comme les autres qui vont consommer. Bêtement. Voilà. Et donc oui, ça a gagné le monde du travail, et ça fait plein c'est plein de désordre et beaucoup de souffrance. Parce que du coup, on voit du coup, au niveau du management, dans le monde du travail, c'est plus les managers qu'on accuse de leur style de management, mais c'est remis sur la responsabilité. Elle est remise sur tu ne sais pas sur le collaborateur, tu ne sais pas gérer tes émotions, tu ne sais pas atteindre tes objectifs. Si tu te formes et que tu connais les techniques, tu vas pouvoir y arriver. Tu dois t'adapter, c'est pas normal. Tu es autonome. Il y a l'autonomie aussi. Ça, c'est un autre concept qui descend de ces valeurs New Age. La liberté, hein, c'est la liberté. L'autonomie, aussi, hein, soyez autonome. C'est pareil, hein, vous êtes auteur de votre vie, vous êtes autonome. Hein, donc vous êtes responsable de tout. Donc l'autonomie à tout prix. Si tu n'es pas autonome, c'est que tu es nul. Donc tu devrais être autonome, qu'est-ce que tu fous? Et voilà. Donc toutes ces valeurs-là, il faut voir, hein, parce qu'il y a plein de valeurs qui descendent comme ça. Dans l'arbre sans que ce soit vu. Hein. On est tous dépendants les uns des autres. Parce que... Oui, alors attends. Merci. Oui, on est tous dépendants des uns des autres, puisque quand tu es, par exemple, un thérapeute, si tu n'as pas de patient, tu peux pas vivre. C'est clair. Et vice-versa, oui. Quoi. Je veux dire, on dépend, on est tous dépendants en fait, oui. les uns des autres. Donc l'autonomie en tant que telle, pure, n'existe pas. Tout à fait, mais tout à fait, c'est bien de s'en rendre compte. Mais les valeurs qui sont véhiculées aujourd'hui via la psychologie positive, elles sont plutôt à l'inverse. Hein. C'est plutôt, tu es responsable de tout, donc tu te dois d'être autonome. Tu te dois d'être indépendant. Tu ne dois pas, c'est toi qui crée ta réalité, donc tu es indépendant normalement. Tu n'es pas censé être dépendant. Donc c'est pour ça que c'est excessif. C'est qu'à un moment donné, on s'incrimine de ne pas être d'être dépendant. D'ailleurs, moi, la plupart des personnes que je vois au cabinet, elles souffrent de dépendance affective. Elles arrivent, je suis dépendante, je suis une grande dépendante. Rendez-moi indépendante. Voilà, c'est ce que j'entends sans arrêt. Donc il y a vraiment cette injonction. Si elles disent ça, c'est que derrière, il y a l'injonction qui est derrière, qui dit tu dois être libre et indépendante. C'est une souffrance aussi. Ah c'est une souffrance. Alors évidemment, il y a une souffrance derrière qui est énorme, mais c'est l'excès entre je m'en veux d'être totalement dépendante, c'est le curseur toujours pareil, et je me dois d'être indépendante, mais j'y arrive pas. Donc il y a toujours à nuancer. Le problème, c'est l'excès. C'est toujours les injonctions qui sont excessives et qui en font un diktat, et la personne ne le voit pas comme un dogme. Et c'est ça qui est dérangeant en fait. Parce que non seulement elle ne va pas parce qu'elle confie le pouvoir à l'homme, mais en plus elle se juge comme étant dépendante, donc catégorisée dépendante, la fille, et donc en grande souffrance, parce qu'il y a vraiment une souffrance à se nuire à soi, quoi, à se déprécier sans arrêt. Tu vois, c'est ça, ça rajoute une couche, on n'a pas besoin.
Donc je suis toujours en train de dire, mais rajoutez-vous pas une couche par-dessus, c'est pas la peine, quoi. Déjà, il y a assez à faire comme ça. Je dois me changer parce que je suis nulle. Parce que moi, je suis pas indépendante. Les autres, ils sont indépendantes. Donc voilà. Changer pour vivre mieux. Voilà, donc se changer, et je dis toujours, je mets toujours des bémols sans arrêt quand je dis ok, faites un travail sur vous pour vous changer jusqu'à un certain point. Parce que la quête de l'idéal de soi, c'est une quête perdue. Arrêtez de croire à la libération, à l'illumination, à l'éveil pour tous, qu'un jour vous y arriverez et que vous serez constamment dans la béatitude, dans la guérison de toutes vos blessures et que vous en aurez fini et que vous allez dans le nirvana comme ça du matin au soir à 300%. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut se détendre avec ça, puisque la dualité fait qu'il y a de l'impermanence, il y a du plus et du moins. Donc il y aura des moments de joyeuseté, il y aura des moments de libération, et puis il y aura des moments où vous allez redescendre dans la souffrance, dans la galère, et ça va et ça vient. Donc peut-être que tout simplement la simplicité qui est de revenir à l'accueil de la dualité, c'est peut-être plus simple en réalité que de quêter toujours un idéal de perfection qui ne peut pas à un moment donné se manifester sous la forme désirée. Même si vous pratiquez 3 millions de trucs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pratiquer le zen, le bouddhisme, la méditation, les techniques de psychologie positive, tous les chemins qui vous amènent à la zénitude. Mais de voir la limite de cette affaire. De voir jusqu'où... Ben, on est limité, donc toutes les pratiques qui mènent à la libération totale, à un moment donné, c'est bien, mais elle est totale sur un certain plan. Elle est totale dans un moment, sur un moment, voilà, une temporalité. Voilà, mais c'est important de se questionner par rapport à ça. Sinon, on peut s'engouffrer facilement. Et en ce moment, il y a une pléthore de propositions sur le chemin justement spirituel et développement personnel. Mais si, je vous assure, les grands bouddhistes machin, le grand maître machin, eux ils y sont arrivés, vous aussi. Donc vous pratiquez, vous allez y arriver. Alors, vous allez y arriver, oui, ça va améliorer certains trucs, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Mais voilà, chacun son chemin, chacun sa route. Puis c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, quand vous retombez dans le grossier, quand vous retombez en retournant à des zones de souffrance, ah bah ça doit pas exister. Oui, on ne se libère pas de tout. La libération, c'est d'arrêter pour moi de croire qu'on va se libérer de tout. C'est une forme de libération, ça. Voilà. Qui voulait dire quelque chose ? Ah, je descends sur la vie amoureuse quand même, parce que je suis pas que sur la vie amoureuse. Donc dans la vie amoureuse, qu'est-ce qu'on remarque dans les couples entre quelqu'un qui est branché New Age et l'autre qui ne l'est pas? Très souvent d'ailleurs, vous remarquez qu'il y en a un qui est plutôt câblé les anges, l'énergie subtile, etc. Les trucs, et qui va s'allier, qui va s'accoupler avec quelqu'un qui est beaucoup plus terre à terre, pragmatique, qui lui est pas barré en général. Et ça marche comme ça. Pourquoi? Parce que l'autre il assure la sécurité. Et celui qui assure la sécurité, qui est plus terrestre comme ça, plus bassement matérialiste, lui il est attiré par l'elfe, par le côté elfique comme ça de l'ange et de la lumière, parce que c'est joli quoi, c'est attractif, c'est sensible, c'est empathique, c'est chaleureux, c'est un peu, ça se dissout un peu dans tous les sens. Donc il y a un côté très attractif. Donc très souvent ça fait des appariements qui fonctionnent bien. Et en même temps, il y a toujours un grand écart de la différence. Hein. L'un peut reprocher à l'autre, mais enfin, t'es trop terre à terre, tu ne partages pas mes valeurs. Et l'autre peut dire, mais qu'est-ce que c'est? Il est complètement barré. Voilà. Parce qu'il y a hommes et femmes. Hein, il n'y a pas que vous pourriez penser qu'il n'y a que des femmes qui sont câblées elfes. Mais non, hein, il y a aussi des hommes. J'en ai rencontré aussi. Hein. Donc les valeurs, c'est souvent... je vous dis les anges, la lumière, l'écologie, les vibrations, les énergies, trucs comme ça. Alors le problème que j'ai encore vu, que je peux pointer chez des personnes qui sont vraiment là-dedans, c'est toujours le mépris des autres. C'est vraiment je ne ferai pas affaire avec toi parce que toi, tu n'es pas hypersensible comme moi, tu ne me comprends pas, tu n'es pas à ma hauteur. Et d'ailleurs, il n'y a personne à ma hauteur, d'ailleurs.
Je n'arrive pas à trouver des hommes qui sont aussi subtils que moi. Les autres, ils sont bien grossiers, ils sont violents, ils sont rudes, ils sont rigides, ils sont tout ce qu'on veut, ils sont maladroits, ils sont, enfin voilà. Donc il y a une accusation, un blâme sur l'autre, et moi je viens de l'au-delà, donc je viens, voilà, et d'ailleurs je trouve personne. Voilà, voilà. Et donc ça se termine dans une forme de triomphe en rejetant l'autre, qu'il n'est pas assez, qu'il partage pas assez, qu'il n'est pas assez sensible, pas assez empathique, mais finalement reste toute seule. Bon, moi je le vois aussi dans la sexualité haute et la sexualité basse, hein, puisque quand je travaille sur la sexualité tantrique qui est dite haute, bah forcément il y a des formes de rejet sur les hommes qui ne sont pas assez hauts, qui sont des partenaires bas. Donc voilà, on voit des formes comme ça. Le problème c'est que la femme elfe, là je parle des femmes elfes, mais il y a des hommes elfes, l'elfe c'est-à-dire pétéré comme ça, eh bien elles ne se remettent pas en question. Elles n'ont aucune distance et elles sont incapables de se remettre en question. Pour elles c'est comme ça que ça doit être, point barre. Et c'est ça qui me attriste. Hein? Ils sont tellement perchés, ils s'en vont. Ouais, elles sont tellement perchées, elles s'envolent. Bah, à la limite, tant mieux. Je veux dire, après, moi c'est pas le. Hein? C'est pour ça que ça tient pas un couple. Bah, des fois, ça tient, hein, parce que justement, il peut y avoir les couples, il y en a un qui est plus déconnecté et l'autre qui est connecté à la Terre. Voilà, ça peut, justement, c'est la ciel et le. Donc ça peut fonctionner, parce qu'il y a une attirance. Ça peut s'apporter mutuellement. Hein. Ça veut pas dire que ça marche pas. Mais ce qui m'attriste, moi, c'est que la personne ne remet pas en question, parce qu'elle, elle est la meilleure et les autres sont nuls. Donc elle va rejeter tout en ne voyant pas ce mécanisme aveugle. C'est cette zone aveugle qui m'embête, enfin qui m'embête et qui m'attriste même. Parce que finalement, bah voilà, elles se veulent supérieures, mais finalement ils ne sont pas si supérieurs que ça. En tout cas, de mon point de vue. Et ça se termine dans une forme de solitude triste et désespérée, après avoir rejeté tous ceux qui ne sont pas arrivés à la réalisation de leur être pur et si pur. C'est l'envie d'aller dans la pureté, hein, dans l'esprit pur, esprit. Alors voilà, après ça se décline de plein de manières, hein, mais c'est toujours le diktat de ceux qui sont plus que les autres, plus élevés que les autres. Bon, après, si alors, prends le micro. Oui, je disais, ça peut ne pas être non plus un problème. Non, pas du tout. Bon, je dirais quel est le problème si la personne elle est bien comme ça. Exactement. Mais c'est ce que j'ai dit. Parce que je rétorquais justement, mais tant mieux. Si ça lui fait du bien, tant que ça a été mon expérience aussi. À des moments, je suis passée par des. J'ai fait plein de formes d'expériences autour de l'énergie, etc. Je trouve que c'est super, ça apporte plein de trucs. Et tant que ça fait du bien, bah super, au contraire, magnifique. Le problème, c'est quand il y a de la souffrance derrière, soit dans le rejet de soi, soit dans le rejet de l'autre. C'est aussi du rejet de soi, hein, parce qu'à un moment donné, je me rends compte que ça ne marche pas systématiquement toute la journée, toute l'année, ce truc-là. Donc, puisque je suis hypersensible, bah forcément, y a beaucoup de choses que je vais repousser. Donc, soit je suis dans un monde complètement élitiste, et avec mes pères et mes sœurs et mes frères du même acabit, mais en même temps, ils sont tous des hypersensibles aussi, puisqu'ils sont tous comme moi. Donc finalement, on fait pas vraiment affaire, en fait. C'est compliqué de faire c'est plutôt lié à l'instabilité, donc faire quelque chose de stable avec eux, c'est compliqué. Puisqu'on est entre personnes plutôt fragiles. C'est ça le truc. Donc il y a quand même une souffrance c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que tant que ça te fait du bien, au contraire, fais ces expériences. L'avantage, c'est toute la permissivité de ce milieu New Age. Il y a énormément de permission. Parce qu'on enlève tous les tabous, on est plus sur une morale d'obligation, mais une morale de permissivité, d'exploration. Donc ça, c'est chouette. Hein. Jusqu'où ça vous fait du bien, et jusqu'où... voilà. Est-ce que vous avez fréquenté des personnes comme ça? Ou est-ce que vous êtes comme ça? J'ai fréquenté. Oui, vas-y. Oui, j'ai fréquenté des personnes comme ça. J'ai parfois ce côté-là. Oui. Et donc, vas-y, tu peux témoigner de l'avantage, des intérêts, des inconvénients. Non. Tu peux pas.
Alors les profils qui sont les profils branchés New Age, c'est pour ceux qui ont lu mon bouquin sur les profils amoureux, c'est le profil 1, c'est le profil déconnexion, le profil frileux. Donc le frileux spirituel ou le frileux intellectuel, de manière différente, mais notamment le frileux spirituel, hein, qui est le profil vraiment qui participe au mieux à s'intéresser, non seulement il ne s'y intéresse pas, il baigne dedans, en fait, le frileux. Hein, c'est le profil déconnexion, donc en fait, effectivement, ils n'ont pas encore, je l'avais dit, pas encore atterri dans leur corps. Donc il y a un problème souvent d'accueil à la naissance, où il y a eu des problèmes vraiment de fracture du lien, hein, ou de non-accueil, ou de non-désir. Il y a eu chaud et froid, il y a eu des moments très douloureux pour l'enfant, et donc du coup il a du mal à se connecter à la terre, quoi. Il n'est encore pas atterri dans le corps, donc il est encore câblé de là d'où il vient, hein, voilà, et du coup il est facilement médium, facilement dans les hautes sphères, hein, en fait, hein, il n'est toujours pas atterri en fait, donc c'est donc il est toujours en prise avec la connexion perdue. Et donc il va toujours chercher la présence, tu dois être dans la présence, parce que lui il aime bien la présence et l'écoute, etc. Parce il cherche la connexion à l'autre. C'est pour ça qu'ils sont des hyper empathes, parce qu'eux ils ont perdu la connexion, et qui viennent de là. Et donc ils veulent y retourner, et ils cherchent toujours cette connexion perdue avec leurs semblables. En fait, voilà l'histoire. Et c'est pour ça qu'ils sont très câblés spiritualité, ils sont voyants, ils ont plein de médiumnité, voilà, c'est leur truc, quoi. Et ils sont très intolérants à plein de choses, au bruit, aux ondes, aux allergies, aux machins, aux somatisations, aux guêpes, aux insectes, à plein de trucs. Ils ont plein de phobies dans tous les sens. Enfin, voilà, c'est les plus fragiles en réalité. Ils ont du mal à appartenir à l'espèce humaine en fait. Donc voilà, ça c'est un profil. Le deuxième profil très câblé New Age, c'est le profil altruiste. Donc tous ceux qui sont les donnants, les soignants, les pompiers, les infirmiers, enfin tout le milieu des thérapeutes, enfin tous les voilà, je me suis dévouée à la cause, je suis l'altruiste, je suis le généreux, je veux faire le bien pour le monde. Ça peut être l'écologie, ça peut être n'importe quelle cause, mais qui est je veux faire le bien aux autres. Voilà. Donc ça c'est le deuxième profil qui est câblé, penché sur l'autre, qui se rend indispensable. Et donc qui se sent investi d'une mission pour aller faire le bien. Parce que sinon il n'existe pas, hein, c'est un problème existentiel. Si je ne fais pas ça, je ne me sens pas exister. Donc on voit encore la grande fragilité de l'altruiste, qui est je suis dans un vide sans nom, dans un no man's land, si jamais j'arrête ça. Donc toute mon existence est fondée sur cette affaire-là. Donc c'est pas les plus solides. C'est les plus fragiles, parce qu'ils sont vite déstabilisés, ceux-là. Ils sont vite effectivement dépendants des autres, ils sont vite, s'ils sont plus indispensables, ils n'existent plus, ils se sentent plus utiles, du coup, ils sont là, dans un vide sans nom existentiel, à quoi je ne sers plus à rien, autant mourir tout de suite, un truc comme ça. Voilà. Donc pour vous dire que c'est intéressant d'avoir ce regard-là, hein, de voir qui est vraiment câblé New Age, etc. À mon sens, et c'est pas vu, c'est souvent les personnes les plus fragiles. Et si ça leur fait du bien, tant mieux. Comme on n'est jamais un seul... Alors, ce qu'elle dit, c'est comme on n'est jamais qu'un seul profil. Non, on peut être... Alors en général, justement, quand tu as du frileux, j'avais dit, tu avais souvent de l'altruiste avec, ou de l'alpha, etc. Donc tu as souvent un plus autre chose. En général, parce que le frileux, c'est le profil le plus fragile, en fait, le plus traumatisé. Parce qu'il n'a toujours pas atterri dans le corps. Donc il y a un problème à l'incarnation. Donc après, en général, tu as tout le reste. Enfin, tu peux avoir plusieurs autres choses. Donc c'est pour ça que tu peux avoir souvent le frileux qui est aussi altruiste dans son genre, qui peut être thérapeute, qui peut être soignant Reiki, soignant je sais pas quoi, en pierre, en n'importe quoi, voilà. L'altruiste dominant, il est plus équilibré. Après, c'est à vous de sentir comment vous allez vous équilibrer, comment vous arrivez à vous soigner. Mais en tout cas, le mot que je voudrais dire, c'est revenir à un point d'équilibre. C'est aussi voir que
on se veut idéal, on se veut, voilà, et on renforce notre système à se vouloir idéal dans le système dans lequel on est. Et ça, c'est souvent hyper souffrant. Ouais, vas-y, prends le micro. Est-ce que tu veux venir ici ou pas? Non? Trop timide. Mais si on n'est pas heureux tel qu'on est, forcément, on va se créer un idéal pour pouvoir imaginer, en tout cas, que dans cette situation, on sera épanoui et heureux. C'est humain de... C'est complètement humain. Ça me paraît logique et obligatoire. Oui, c'est humain. C'est plus qu'humain. Puisque, en fait, on est encodé biologiquement pour aller vers l'arrêt de la souffrance. On veut l'agréable, on ne veut pas le désagréable. C'est un encodage. Et on fuit la souffrance et on veut l'éviter et on cherche l'agréable plaisir. Donc plus normal que ça, tu meurs. Après, c'est jusqu'où je crois, aujourd'hui à notre époque, puisqu'on est aussi pas mal gouverné par toutes ces techniques-là de développement personnel, jusqu'où je crois, quoi qu'à l'Antiquité et avant, et d'ailleurs je suis en train de réfléchir que les techniques de développement personnel utilisent beaucoup le stoïcisme, l'épicurisme, enfin toutes les philosophies anciennes, et qu'elles sont remaniées à la sauce New Age. Le bouddhisme et aussi toutes les anciennes traditions sont utilisées aussi. Et donc chercher des techniques pour s'en libérer, super, pour arrêter de souffrir, pour moins souffrir, c'est super. Mais c'était ça ma question, que je cherche, que je sois une chercheuse, comme moi d'ailleurs, je passais mon temps à chercher, c'est chouette. Si j'arrive un tant soit peu à trouver une pratique qui m'aide, chouette. Donc ça y est, je vais un peu mieux. Donc ou alors j'ai fait un travail de thérapie, je nettoie un peu, tout va bien, super, je vais un peu mieux. Mais le piège, ce serait de tomber dans une croyance qu'un jour, en faisant ça, je vais trouver la libération ultime. Je vais guérir de tout. Je vais trouver l'éveil ultime qui va faire que je vais être dégagée une fois pour toutes. Je vais être au sommet, tu vois. C'est le fameux maître de lumière. Il y en a certains, ils vont réaliser enfin leur plein potentiel psychique et spirituel, et donc ils seront arrivés au sommet. Et quand tu es au sommet, ah bah ça y est, c'est bon, toi tu es au sommet. Alors les autres, oh, bah alors toi, oh, tu es là-haut, tu vois le truc. Et ça, c'est cette croyance qui peut être souffrante. C'est cette quête de l'idéal qui peut être souffrante. Tu vois, c'est là où je mets en garde, pas tellement dans l'idée, au contraire, de chercher, de trouver des pistes, voilà, magnifique. Parce que si tu peux t'aider toi-même, et que ça te relaxe, et que ça te détend, et que ça te remplit, et ben génial. Mais croire que après, tu vas enfin, tu vois, un jour peut-être, mon prince viendra, un jour peut-être, je serai guéri de tout, un jour peut-être. Alors là, tous les idéaux, toutes les idéologies utopiques font énormément souffrir, quelle que soit l'idéologie. Et cette histoire Peace and Love là, du mouvement hippie, l'amour, la compassion, l'amour pour tous, la grande mère, etc., c'est encore une idéologie. Est-ce qu'on peut être dans l'amour du matin au soir? Est-ce que tu t'es vu dans l'amour du matin au soir, à pouvoir tenir cette posture? Ben non. Est-ce que tu peux être dans le don du matin au soir? Non. Donc, bon, voilà. Bon bah voilà, on peut pas y être tout le matin au soir, mais c'est pas grave. Pas grave. Alors autre chose sur l'amour comme ça là, puisque c'est vraiment les valeurs New Age, l'amour, le féminin, les valeurs du féminin, l'amour, c'est des grands termes comme ça. Il faut qu'on soit toujours peace and love, on se mette dans les bras les uns des autres, l'amour inconditionnel, etc. Donc c'est une valeur très haute. Et déjà, elle est difficile à tenir comme posture, c'est une valeur haute. Et puis deuxièmement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que déjà, j'y arrive pas, moi, être tout le temps comme ça. Et puis, ça voudrait faire croire que on pourrait s'investir de l'amour et on ferait fi de la haine, de la colère. Non, ça devrait... de la violence. Alors... voilà, dont les outils de communication non violente. Alors je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que c'est pas intéressant tous ces outils-là que j'utilise aussi. C'est juste qu'à un moment donné, de ne croire qu'en ça, ça veut dire qu'on met de côté la place du chaos, la place qu'a la violence, la place qu'a le désordre, la place qu'a le chaos, qu'a autant de place que l'ordre. Bon, pareil. À un moment donné.
Chaque chose est à sa place, hein, on pourrait dire ça comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on veut éliminer, hein, tu vois, l'ombre et qu'on veut mettre que la lumière en avant? Et c'est ça un peu pour moi, l'amour tout le temps, l'amour pour tous, l'amour, on appuie sur le bouton amour, on appuie sur le bouton bonheur. On est souriant, ça y est, on s'aime. Ça y est, hop, c'est l'heure, c'est le moment, maintenant, vite, on s'aime, on se prend dans les bras. Voilà, on est tous contents, non, tu m'énerves, non, on fait un grand sourire, hein. C'est pas d'hypocrite du tout, non, pas du tout. C'est l'heure, on s'aime, puisqu'il faut s'aimer maintenant, nous nous aimons. Voilà. Alors après, pareil sur les pratiques et les rituels des fois ésotériques, nous allons mettre nos bougies, nos encens, nous allons faire un climat, nous allons faire des petits namastés, des machins, des rituels, des petits quanti. Et enfin, ça y est, nous faisons officiellement et sérieusement quelque chose qui va marcher, qui va aboutir à quelque chose d'élevé. Des fois oui, des fois non, vous êtes déçus, vous faites vos rituels, vos machins, tout ça, ça ne va pas donner autant que ça espère. Parfois oui, parfois non. Évidemment, ça peut induire un climat. C'est quand même plus joli, plus esthétique, etc. Mais parfois pas. Et parfois oui. Donc, c'est ça, c'est le truc de... Je crois vraiment dans la lumière et je mets de côté tout ce qui est soit bas, soit grossier, soit qui est pas à sa place de l'amour, de la beauté, du noble, du beau, etc. Et c'est là qu'il y a un bug. Quelle place je donne à l'ombre ? Voilà. Et comment je revalorise l'ombre au lieu de passer mon temps à valoriser la lumière? Parce qu'après, ça fait une société bisounours. Ça fait une société peace and love et qui fait des cheese tout le temps. Et en fait, c'est faux. Regardez comment c'est faux. Regardez comment les personnes n'ont pas le droit d'être fâchées, de s'énerver, de dire sincèrement, d'être en authenticité, puisqu'il y a une injonction qu'il faut être en amour, et donc il faut être bienveillant, et donc il faut utiliser plein d'outils et de techniques pour être bienveillant, et que si vous ne le faites pas, vous êtes nuisible à la société, ou vous êtes un retardé, ou vous êtes exclu, ou vous êtes... Voilà. Et c'est comme ça qu'on exclut. C'est en excluant l'ombre qu'on s'exclut et qu'on exclut les autres. Voilà. Sous l'idée de ne pas exclure, justement. C'est quand même fort, ce truc. Je ne veux pas exclure, et c'est comme ça que j'exclus. Réfléchirez, vous méditerez avec cette idée-là. Et oui, quand on veut, c'est pile et face. Quand on veut se séparer d'une face, forcément, on enlève un bout de la dualité, quoi. Terrible, ce truc, les maîtres de la lumière, là, de New Age. En même temps, c'est sûr que c'est plus agréable, tu as raison, de fréquenter voilà, l'épanouissement, la réalisation de soi. Il y a plein de manières d'y arriver, tant mieux, tu vois, mais c'est quand même plus agréable. Mais jusqu'où tu crois que c'est vrai? Jusqu'où tu vas te séparer de ton ombre? Il vaut mieux accueillir l'ombre. Une prochaine conférence que je vais donner d'ailleurs, ça sera sur le don et le pardon. Pareil, toujours pareil, je donne, je dois pardonner, toujours dans les valeurs hautes comme ça. C'est toujours ces idées-là qui sont prônées, qui sont des idées ou des valeurs qui ne sont pas questionnées. Pareil, que tout le monde fasse pareil et que tout le monde s'engouffre là-dedans, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'humain. Alors allez-y, faites ça. Donc c'est vraiment intéressant de re-questionner ces schémas, hein, ou ces valeurs, et de voir les différentes facettes que ça épouse. Non, alors ça c'est les prochaines conférences. On reviendra sur la conférence d'après, don et pardon. Nous aurons 1h30 pour en parler. Mais je tenais quand même à faire le point sur en quoi l'impact du New Age influence nos vies, que on s'en rend souvent pas compte, parce que ça va jusqu'au mouvement de la psychologie positive, hein, qui est quand même vachement dans nos vies. Hein. Et en quoi on se laisse embarquer là-dedans, et toute la souffrance qui est générée à ce titre-là, qui n'est pas vue surtout. Et comment on se l'inflige parce qu'on ne la voit pas, en fait. Quand elle est reconnue, on peut se détendre. On se dit, bon, j'arrête de me prendre pour la surresponsable de tout. Mon petit moi, il en a ras-le-bol, il fatigue. Donc, je fais de mon mieux, je fais ce que je peux. Voilà. Bon, bref, je laisse un peu tomber les armes, quoi. Et je suis beaucoup moins méprisant. D'ailleurs, il y a un endroit où je me relaxe, où je suis comme je suis, et puis les autres, ils sont comme ils sont, ils font ce qu'ils font de leur mieux aussi. Et voilà, et ça ne veut pas dire que je suis dans la grande compassion, je ne me vis pas comme quelqu'un dans la compassion et dans la générosité à fond, mais
au moins, je me mets pas non plus sur un piédestal. Voilà. Et de temps en temps, je peux pas m'empêcher, parce que je suis humaine, de me mettre comme vous sur un piédestal, parce que ça me fait plaisir de me jouer à la déesse, à la nana qui se la pète, et qui a des jugements comme tout le monde. Voilà. Mais au moins, je suis consciente que de temps en temps, je me mets en haut. Mais bon, force est de constater que quand je me mets en haut, je me redescends souvent plus bas. C'est fait en conscience. Oui, et puis des fois, j'arrive pas, donc je fais comme tout le monde. Des fois, je juge, je suis méprisante, je me dis, oh là là, ils ont rien compris, là. Des fois, je vois bien que je peux être condescendante avec les elfes. Là, il y en a qui sont là. On en voit tellement, là, en ce moment. Il y a une mode des elfiques, des nanas qui sont barrées. Là, et qui prônent la lumière, les anges, et machin, les voies intérieures, les ceci. Et pourquoi pas? Parce que je dis pas que ça n'existe pas. À un moment donné, c'est tellement... oui, c'est une mode. Donc c'est tellement affirmé comme vrai et comme... il n'y a pas autre chose que ça, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre, vivons ça. Non, donc, alors du coup, voilà... je peux être aussi condescendante quand je le... voilà, c'est aussi une forme de mépris. Donc, je peux comprendre que ça... Et c'est super si ça existe, parce que, voilà, c'est des mouvements qui sont séduisants et qui sont fondamentalement, oui, tout est énergie. Je ne suis pas contre l'histoire de l'énergie, c'est vrai. Après, c'est le distinguo. Mais voilà, jusqu'où on est tous là-dedans, des fois. Moi aussi, je peux être condescendante, mais est-ce que je vais y rester scotchée en disant suivez ma vérité c'est la mieux, c'est moi la prêtresse ici, ce que je dis c'est vrai, les autres qui disent c'est nul. Bon, non, je vais me calmer un peu, je vais arrêter de prétendre quelque chose. Et quand j'arrête d'avoir des hautes prétentions, ou quand je vois que j'ai des prétentions de temps en temps, bon bah voilà, je suis normale. Enfin, je me surtout, ça va être très souffrant. Ben, c'est souffrant parce qu'il y a une non-reconnaissance et il y a une non-humilité, il y a une volonté. Voilà, je me mets la barre très haut et je veux y rester. Et mon groupe, c'est ce groupe-là, c'est mon groupe d'appartenance. Et je veux naviguer dans ce groupe-là. Donc soyons dans le féminin ou masculin sacré, parce que nous on est sacrés, les autres ne sont pas sacrés. Donc voilà. Bon, mais c'est comme dans n'importe quel milieu, hein, je dirais. Hein. Tous les milieux sont des milieux fermés, avec des frontières. Sauf que le milieu New Age revendique un milieu ouvert, se revendique d'un milieu ouvert sans frontières, multiculturel, écologique, etc. Donc sans barrière, sans séparation, et c'est ça qui est faux. Et c'est pour ça que j'en fais la critique aujourd'hui. Mais sinon, pas de problème. Voilà. Tu peux être dans ce milieu avec une tolérance. Alors, reprends le micro. Oui, tu peux être dans ce milieu avec une tolérance. Super, c'est ce qu'elle disait. Hein. Est-ce que je peux être dans ce milieu avec une tolérance? Il n'y a aucun problème. Moi, je vis constamment dans ce milieu avec une tolérance. Enfin, j'essaye. Des fois, je suis tolérante. De toute façon, c'est la différence qui fait la richesse. Voilà, c'est la différence, dit-elle, qui fait la richesse. Effectivement, c'est la différence qui fait la richesse. De vouloir rallier l'autre à sa cause, mais regardez combien les uns les autres, on adore rallier l'autre à notre cause. On adore que l'autre partage nos valeurs, c'est le truc de la fusion, ça. On aimerait tellement que l'autre pense comme nous, voit comme nous, sente comme nous, se comporte comme nous, réponde à nos attentes et partage nos valeurs. On adore ça, on est tous pareils. Donc c'est normal. Et en même temps, je peux dire intellectuellement, oui, j'adore être dans la différence, mais quand je suis avec mon copain et qu'il ne partage pas exactement les mêmes valeurs que moi, ça m'énerve. Et là, je peux commencer à être rejetante. Bon, soit je le vois pas, mais c'est aussi normal de vouloir rallier l'autre à sa cause. Mais jusqu'où on le fait, jusqu'où on lâche ce truc-là, par moment. Vas-y. Par rapport à une situation qui nous arrive, soit on se victimise ou soit on se sent responsable à 100%. L'entre-deux, c'est quoi, pour pas être à l'extrême, entre victime et responsable à 100% de ce qui nous arrive? Le juste milieu, victime c'est l'excès, responsable à 100% c'est l'excès aussi. Ouais. Donc la position entre les deux, laquelle c'est au final? C'est entre les deux, comme tu viens de le dire. Je suis ni la victime. Quelle croyance on peut avoir pour se dire je suis pas victime ni responsable? Quelle croyance on peut y mettre par rapport à un événement pour le justifier? Donne-moi une situation concrète là où tu t'es sentie victime et responsable, par exemple. C'est plus simple. Un conjoint où il y a eu un désamour au bout de X mois. Est-ce que je suis victime du fait qu'il n'ait pas su à me tenir en idéalisation envers lui et en admiration, ou donc là du coup je suis victime, ou soit je suis responsable parce que je suis comme ça, une passionnée de l'amour et je ne changerai pas?
Est-ce que je suis victime ou est-ce que je suis responsable à 100% de... Bon, manifestement, là, il a pointé le fait que c'était toi qui faisais quelque chose de pas bien. Tu n'avais pas la valeur... Ah non, c'est moi qui n'étais plus en amour du jour au lendemain. Pourquoi? On ne sait pas. Donc toi, tu n'étais plus en amour et donc c'est quoi l'histoire? C'est toi qui es responsable de... Est-ce que je suis victime du fait, sur le plan biologique, au début on est tout amoureux et ça s'étiole et puis c'est comme ça, c'est un fait. Ou ça je suis responsable parce que je suis une passionnée de l'amour et que je ne changerai pas et c'est de ma faute à moi. De l'avoir lâché en plein vol? Oui. Mais c'est ça que tu t'en veux, de l'avoir lâché en plein vol? Ou est-ce que je suis juste victime du sentiment amoureux qui s'étiole au bout de 4-5 mois, ce qui est aussi sur le plan biologique. Oui, tu es attaché à l'état amoureux et donc à ce titre-là, dès qu'il y a moins, tu largues et tu pars sur un autre. Qu'est-ce qu'il en est? Je suis victime de... En clair. Du côté biologique ou je suis responsable? C'est biologique. Les deux, en quoi ça pose si tu l'assumes. Où est le problème si tu l'assumes? Si tu assumes le fait qu'effectivement cet attachement à l'état amoureux te crée un goût de l'intensité et du coup assez rapidement tu te lasses et tu pars au suivant, ça peut ne pas être un problème si tu assumes ça. Maintenant c'est le fait de ne pas l'assumer là manifestement. J'ai même pas un problème de responsabilité, c'est parce que là tu seras en train de te dire je m'en veux d'être comme ça. Mais je veux pas être comme ça. C'est ça, voilà, je ne veux pas être comme ça mais j'assume pas le fait d'être comme ça. Donc je suis victime. Donc il y a un conflit. Oui, c'est ça. Je ne m'accepte pas comme ça. J'aimerais bien être quoi? Ton idéal, c'est... Il y a un idéal. Pour être engagée, amoureuse très longtemps. Et... J'aimerais être celle qui pérennise le lien, l'épouse, celle qui fait durer. Donc tu as un idéal de toi. Et on repart sur l'idéologie. Hein. J'ai un idéal que je n'atteins pas parce qu'il y a une autre partie de moi qui, à la place de l'engagement, préfère l'état amoureux et donc l'intensité de la fusion. Donc au bout d'un moment, la glace à la vanille, ras-le-bol. Hein. Donc soit tu fais comme moi, tu te mets dans un modèle polyamoureux où tu peux manger de la glace à la vanille et de la glace au chocolat. Soit si tu peux pas parce que tu veux en plus assumer une belle image de toi qui est la fille qui s'engage en exclusivité parce que ça fait beaucoup plus pur et beaucoup plus noble de faire de l'engagement avec une seule personne, ce que je peux comprendre aussi. C'est plus joli sur le CV. Et ça passera mieux avec les mecs en plus. donc à ce moment-là, il y a un conflit qui s'installe. Quelle est la réponse? J'en sais rien, moi. Je te confronte à ce conflit. Il y a une partie de toi qui veut ça, l'autre, elle part dans l'inverse. Elle n'assume pas le fait qu'elle préfère. Si tu l'as larguée, c'est que tu préférais à ce moment-là l'intensité de la fusion à le tiède de l'engagement. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon, voilà. Donc il n'y a pas de bien et de mal là-dedans. Il y a juste à un moment donné, une partie de toi a pris le pouvoir. Celle qui a pris le pouvoir et qui a fait ce choix, c'était la partie de toi qui préférait l'intensité et le goût de la fusion. Point. Donc après que tu te racontes l'histoire, c'est mal, je ne suis pas celle que j'aimerais être, je devrais être celle-ci, celle-là, très bien, sauf que tu n'arrives pas à atteindre ton idéal de l'épouse constante, exclusive. Donc voilà comment la souffrance naît. Voilà, on est sur je me crée un idéal de moi. Et je me hais d'être comme ça. Et la souffrance, elle s'origine de là, hein, pas d'autre chose. Je veux autre chose, j'attends autre chose de moi que ce que je suis. Je ne suis pas conforme à mes attentes. Donc je ne suis pas fière de moi et je me blâme. Et c'est parti mon kiki. Et bon. Donc c'est toute l'histoire, hein. C'est toujours l'histoire de l'idéologie, on en revient toujours à ça. Il y a toujours le problème de je me veux autre que ce que je suis et je ne m'accepte pas dans mes limites, qui pour l'instant sont celles-là. Peut-être qu'un jour, tu t'en auras marre d'être attaché à l'état amoureux et ça tombera tout seul, ou ça tombera, tu ne seras plus là-dedans et tu partiras sur autre chose. Est-ce que les limites ne sont pas dues à des peurs et des blocages tout simplement peut-être qui ne sont pas moi au final? Ça, j'en sais rien, je peux pas te répondre. Peut-être que tu as des peurs, tu as des blocages, peut-être par rapport à ton passé, tu te dis oh là là, l'engagement, le couple, s'il y avait des conflits conjugaux chez toi, tu te dis oh là là, ça va être la catastrophe, surtout pas ça, autant faire des petits couples qui durent pas, j'en sais rien. Peut-être que oui. Mais en attendant, pour l'instant, force est de constater que tu te mets en souffrance par rapport à un idéal de toi que tu n'arrives pas à tenir.
c'est simple. Enfin, je sais pas, vous voyez le mécanisme, comment ça s'opère. Donc c'est pour ça que le fait de se détendre et de dire pour l'instant je ne peux pas être autrement que ce que je suis, on revient au non-agissant personnel. Voilà, hein, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui décide et qui contrôle grand-chose dans l'affaire, c'est pas moi qui contrôle. C'est de par mon histoire qu'effectivement j'ai des peurs et des blocages sur le couple, et en même temps je suis une fan de l'état amoureux, donc voilà, je suis constituée de ça. Est-ce que j'ai le choix? J'en sais rien, pour l'instant c'est comme ça. On va avoir des sans scorpion. Voilà. Donc voilà. Moi ce qui me détend le plus c'est ce travail de dire ben voilà, si je peux pas faire autrement, c'est que je peux pas faire autrement. Donc j'ai pas ni de regret que ce soit autre, ni je vais pas batailler contre moi 107 ans là-dessus. Le plus simple c'est de dire bah écoute, puisque c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et ben on verra si ça change, hein. Et ben si ça change, et ben ça changera peut-être ou pas. Mais en attendant, est-ce que je peux me relaxer un peu là-dedans? Si c'est possible. Et quand c'est pas possible, c'est pas possible. Donc des fois c'est pas possible. J'y arrive pas, hein, comme toi. Mais des fois ça me détend un peu. Je vais dire, bon, bah tant pis. Voilà. Voilà. Je contrôle pas grand chose. Voilà. Oh, tentez, hein. Mais c'est un bon exemple. On ne peut pas faire des choses contre nature. Alors, oui, tu disais... Redonne-lui le micro. On ne peut pas faire des choses contre nature. On ne peut pas faire des choses contre nature. Et si c'est contre nature, ça ne marche pas. C'est quoi la nature? Ben, c'est quoi la nature, oui. On est comme on doit être. Je n'arrive pas à expliquer, mais on est un être, je sais pas, hein, ça reprend un peu, mais... Et puis quand ça va pas, ben, on le sent de toute façon. Tu dois le sentir dans ton corps. Tu sais comment tu es. Ouais, on fait surtout ce qu'on peut. Hein. On fait de son mieux. Hein? Alors parfois on arrive à se changer, parfois on n'arrive pas à se changer. On ne va pas, en tout cas, vouloir se changer avec de l'autoflagellation à coup de tu dois. Alors là, plus maltraitant, tu meurs. Alors là, c'est le pire que je puisse vous conseiller. C'est je me dois d'eux, et pourquoi je devrais me changer? Au nom de quoi? Au nom de qui? Et pourquoi? Pour quelle raison? Pour être plus normée? Pour que mon image soit plus belle à mes yeux, aux yeux des autres? Après quoi je cours? Ben oui, pour qui? Pour qui je le fais? Pour papa? Pour qu'il soit fier de moi? Pour mon copain? Parce qu'il va me rejeter si jamais... j'arrive pas à me changer. J'avais une de mes clientes, hein, pas plus tard qu'hier, qui me dit voilà, je viens pour changer moi, j'arrive pas à me changer, donc vous allez m'aider à me changer. Je mens parce que j'arrive pas à ne pas mentir. Donc quand je mens, mon mec me vire, il supporte pas le mensonge. Bon, bah, du coup il me rejette et je supporte pas d'être sans lui. Donc il faut que moi je me change. Donc changez-moi pour que j'arrive à plus mentir. Alors le truc... Ok, donc si elle mentait, c'est parce qu'évidemment vous avez compris que si elle mentait, elle ne faisait pas exprès de mentir. On ne fait pas exprès de mentir. Si elle ment, c'est parce que si elle ne peut pas s'en empêcher, c'est qu'elle a peur d'être rejetée. Donc comme elle a peur d'être rejetée, bah, du coup elle raconte n'importe quoi, parce que du coup c'est plus facile de mentir, parce qu'elle se dit si jamais je lui dis la vérité, il va me tomber dessus, il va m'engueuler, il va me pourrir la vie. Donc autant ne pas assumer, autant raconter des cracks. Donc évidemment, ça part d'un endroit d'insécurité. Et l'idée de se changer, de croire qu'en se changeant, l'autre ne va pas la rejeter, c'est mort. De toute façon, le mec, il n'avait plus confiance depuis déjà des lustres. Donc c'était même pas la peine. Même si elle dit la vérité, de toute façon, il est déjà dans « tu vas me trahir ». Donc tout ça pour dire que quand on est orienté sur « je veux me changer pour plaire à l'autre, pour pas être rejeté », vous êtes déjà dans un truc archi coincé. Pour être aimé, parce que donc je fais dépendre de l'autre le fait d'être aimé, et il faut que je me change pour être aimé. Voilà, alors voilà hein, des exemples concrets où la souffrance, elle est simplement de cet endroit-là. Je veux me changer pour être aimé. Alors là, bonjour, vous pouvez y aller. On dit leçon, comment se faire souffrir en 10 leçons, je fais des trucs comme ça. Alors là, c'est bon, j'ai le bingo, j'ai tout compris, c'est exactement comme ça que je vais me faire souffrir. Non, je pourrais faire un jour comment me faire souffrir en 10 leçons. Ça, c'est typiquement je veux me changer. Et c'est pour ça que j'ai appuyé ce soir sur cette histoire de, bah oui, effectivement,
cette idée, ce concept de je suis responsable à 300% et c'est moi qui ai les rênes et c'est moi qui dois me changer et je vais y arriver en appliquant telle et telle technique. Voilà. Alors, sachez une chose, c'est que bon, j'ai énoncé des idées qui peuvent être soulageantes quand même, hein, mais souvent, les idées que j'annonce ici, elles suffisent pas, les prises de conscience cognitives ne suffisent pas pour tout régler. Hein. Bah ouais, vous avez remarqué que des fois on prend conscience de certains trucs, qu'on écoute, qu'on entend, qu'on lit, mais ça ne suffit pas à détendre complètement la bête. Ouais. Donc c'est important, je le dis, parce que ne croyez pas que voilà, en ayant compris un truc, ça va être magique et vous allez être complètement relax et que tout va aller bien pour vous. Hein, souvent, voilà, ça peut être important de comprendre que ce qui est acquis au niveau cognitif ne se diffuse pas hein, dans l'expérience. Donc voilà. Voilà. Il y a aussi à expérimenter les choses pour les internaliser et les intégrer ou se faire accompagner pour comprendre comment ça peut s'intégrer. Enfin, je suis très férue du monde des idées parce que j'aime bien le monde des idées et des concepts, mais des fois ça ne suffit pas. Les prises de conscience ne suffisent pas pour le changement. Voilà. Il faut expérimenter et intégrer ce que je comprends. Hein, intégrer ou faire des expériences de ce que je comprends. Et c'est pour ça aussi que des fois que je propose des ateliers, des accompagnements ou des stages, pour que ces idées que je fais passer, que je véhicule dans les différentes conférences, ben vous puissiez vous les approprier, mais que ça descende dans les chaussettes, quoi. Ça descende dans le corps, que ce ne soit pas juste ici, là, ça reste là-haut, quoi. Parce que souvent ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. Il y a il y a une nécessité d'être accompagné pour vivre ça dans le corps, dans l'expérience, et ensuite de trouver une zone de transformation de ces idées. Mais c'est vrai que le cognitif ne suffit pas, bien sûr. Enfin, vous le savez, hein, vous l'avez déjà repéré, c'est pas moi qui invente. Hein. Bah, s'accompagner de l'expérientiel, voilà, sur le terrain. Il faut descendre sur le terrain. Allez, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre idée, un autre témoignage, une autre question? Non? Oui, en fait, il faut de la tolérance. Ouais, alors de la tolérance, la distance pour moi. La tolérance, elle naît de la distance et du doute. Bon, c'est une bonne remarque. Du doute, c'est-à-dire d'interroger les dogmes établis, les croyances établies qui sont affirmées comme vraies et qui ne sont pas remises en question. Donc ça, c'est plutôt la philosophie, hein, l'école du questionnement sans fin, qui remet sans arrêt, qui relance sans arrêt les normes établies du jour, de l'époque, etc. Pour, pas, je dirais, s'en méfier outrageusement, mais quand même pour prendre une certaine distance avec les croyances. Il faut du discernement. Du discernement, voilà, l'école du discernement. Dans chaque situation. Voilà, reprends le micro. Effectivement, comme tu le dis si bien, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est l'école du discernement. Oui, à chaque situation, si on a les connaissances et l'expérience, on ne va pas agir avec une personne et une autre de la même façon. Il faut avoir du discernement parce que l'autre n'est pas pareil que nous, enfin n'est pas pareil que la deuxième personne. Donc il faut prendre un équilibre enfin, entre les deux, quoi. Oui. C'est le discernement. Le discernement, voilà. S'adapter à l'autre avec ce qu'on connaît. Oui, avec du recul, avec du discernement. Alors des fois on l'a, des fois on l'a pas, hein, de nouveau. Voilà. Clarté de l'esprit, méditation. Donc merci à vous et puis à bientôt pour une prochaine conférence.